Registre, voilà, et je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui et aussi l'espèce de choses que il faut que vous commenciez votre TME4 la semaine prochaine. Je vais vous montrer. Donc, on a dit que les cours 3 et 4, je vérifie que ça enregistre, que je me fasse pas avoir tout à l'heure, c'est bon. Les cours 3 et 4, c'était sur les canaux synchrones. Du coup, les TD 3 et 4 sont sur les canaux synchrones. Et il y a une réédite entre les deux, c'est-à-dire on va pas faire tous les exercices aujourd'hui et on va en garder pour la prochaine fois. Entre autres, Christine m'a dit qu'elle avait pas fait les exos d'Ocamel, et entre autres le broadcast en Ocamel il est vraiment très rigolo. Du coup, on va se le garder pour le TD suivant. Bon, on fera d'autres choses aussi avec des futurs pour le TD suivant, mais c'est l'idée générale, ne paniquez pas si on fait pas tous les exos cette semaine. Donc, et pour le TME, alors pour le TME 3, c'est un TME qui prend un peu de temps, où il faut écrire en Go un producteur consommateur en utilisant les canaux. Donc on met en application ce qu'on a vu dans le TD et en cours, l'utilisation de canaux pour communiquer des données, et, euh, et sur un schéma habituel de producteur, consommateur, tapis, etc. Donc on passera un peu de temps à la fin de ce TD à décrire le TME, à faire un schéma et à regarder comment vous allez pouvoir le réaliser. Donc ça devrait pas prendre trop de temps, ce TME, et c'est une maîtrise de coût. Par contre, le TME4, il est plus conséquent, parce que c'est, en Go, c'est des producteurs consommateurs, mais avec interface distante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, théoriquement, il y a un client et un serveur qui peuvent tourner à des endroits différents, et, euh, et ils manipulent des interfaces distantes, c'est-à-dire que les producteurs et les consommateurs ne se rendent pas compte qu'il y a une partie des interfaces qui sont implémentées, il y a certains paquets qui sont implémentés sur une autre machine. Et donc quand ils accèdent aux fonctions, aux méthodes des paquets, en fait ce qui se passe c'est que sur une autre machine, c'est sur une autre machine que les méthodes sont effectivement réalisées. Et donc il y a un mécanisme d'interface distance que j'expliquerai en cours, qui est assez élégant et qui permet de manipuler de manière transparente des choses comme si elles étaient sur place alors qu'elles sont effectivement ailleurs. Mais du coup ça rend le TME un petit peu plus compliqué. Donc celui-là je l'expliquerai à la fin du cours de jeudi pour que vous puissiez le commencer pendant la semaine des interruptions des enseignements si vous voulez. C'est-à-dire le TME4 il sera toujours à rendre pour une semaine après le TD4. Donc ça veut dire que le TD4 il aura lieu après l'interruption des enseignements, donc le premier, et il sera à rendre pour le 8. Mais je vous conseille de commencer avant le TME4 pendant la semaine d'interruption des enseignements si vous avez du temps à ce moment-là. Et donc ce sera des canaux, plus des interfaces distance, plus du client-serveur. Bon. Voilà pour le plan des TD TME. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va se concentrer dans deux directions majeures, qui sont l'écriture de programmes en Go, hein, juste pour être sûr qu'au niveau de la syntaxe, de l'utilisation des Go routines et de l'utilisation des primitives de canaux, on soit bien d'accord sur comment ça fonctionne. Et puis l'autre direction, c'est sur les canaux eux-mêmes, où on va réfléchir à comment on peut décrire les problèmes, comment on peut faire des communications entre plusieurs entités, comment on peut réaliser les communications, et quels sont le type d'écueils auxquels on s'expose quand on manipule des canaux et des coroutines avec des canaux. Alors voilà, on commence tout de suite. Alors je vais essayer d'écrire du code Go directement. En plus, comme je l'ai fait, là pour le coup, c'est pas des corrections legacy, c'est moi qui les ai écrits, donc on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes techniques. Alors, premier exercice, on va modéliser un système composé de deux processus, l'un qui implique Pong sur la sortie standard, l'un qui écrit ping et l'autre qui écrit Pong. Et ce qu'on veut, c'est un mécanisme de synchronisation qui garantit l'alternance
de chacune des entrées-sorties. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre système, il va être composé d'un processus qui va écrire ping et d'un autre processus qui va écrire pong. Évidemment, au sein de chacun de ces processus, donc lui je l'appelle P1, lui je l'appelle P2, au sein de chacun de ces processus, il y aura une boucle. Lui il va écrire ping en boucle, lui il va écrire pong en boucle. Évidemment, si j'écris deux goroutines qui écrivent ping et pong, peut-être que ça va marcher, parce que peut-être qu'avec un peu de chance ça peut marcher, mais je vais essayer de l'écrire de manière de ne pas faire de synchronisation. Donc ce que j'écris, c'est une fonction dont le nom est routine, qui prend un argument qui s'appelle mot de type string. Et ensuite, je vais faire une boucle infinie qui va consister à écrire sur la sortie standard le mot suivi du caractère de saut à la ligne. D'accord ? Et ensuite, je vais avoir un main qui va s'occuper de lancer deux goroutines qui vont une faire ping et l'autre faire pong. Donc je vais utiliser go pour le mot-clé go lance une goroutine. On lui a dit qu'on lui donnait une fermeture. Cette fermeture, elle va se contenter de lancer une routine avec pong et l'autre de lancer une routine ping. Alors si je fais ça, ça va fonctionner, mais comme le thread principal va s'arrêter juste après avoir lancé les deux goroutines, il me faut un mécanisme pour que le thread principal ne s'arrête pas. Alors je vais le faire boucler pour toujours. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça devrait être bon. Et là, si je fais go run, voilà. Donc, j'ai lancé mon programme, et là, qu'est-ce que je vois? Une série de pong, une série de ping, et une série de pong. Est-ce que vous savez expliquer ce qui vient de se passer? J'espère que vous savez, que vous comprenez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé deux goroutines une qui écrit en boucle pong et l'autre qui écrit en boucle ping. Avec un peu de chance, ces deux goroutines ont été en plus sur deux cœurs différents de mon processus, bien qu'elles doivent se synchroniser pour les entrées-sorties. Et on assiste à un modèle préemptif, d'accord? C'est-à-dire que, je vous ai dit, Go c'est coopératif jusqu'à un certain point. Si une goroutine ne fait pas n'attend pas sur des canaux, on la laisse continuer, et puis si elle dépasse, si elle prend trop de temps, c'est à ce moment-là qu'on la préempte. Donc là, on a laissé la goroutine ping écrire ping à la suite, puis au bout d'un moment, on l'a préempté, et ensuite c'est la goroutine pong, et voilà, un certain temps, et ensuite c'est ping. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est faire une fois pong, et une fois ping, puis une fois pong, puis une fois ping. Et donc on veut effectivement synchroniser, hein, c'est le mot qu'il faut utiliser à cet endroit, on veut synchroniser les deux goroutines pour qu'elles alternent entre des pings et des pongs. Alors comment on fait pour les synchroniser? Alors vous pourriez, si vous étiez en C ou dans un autre langage qui utilise encore la mémoire partagée pour communiquer, on a dit qu'en Go on faisait pas ça, qu'on n'utilisait pas la mémoire partagée pour communiquer, mais qu'on partageait de la mémoire en communiquant. Et donc comment on va faire si on était dans un système? On écrirait une variable tour, et puis on la protégerait avec des mutex. On la protégerait en section critique avec des mutex. On ajouterait peut-être une condition si on veut endormir
les threads, et en fait, chaque thread aurait un algorithme qui dit je lis si c'est mon tour, si c'est pas mon tour, je m'endors, et si c'est mon tour, alors j'écris mon message, je réveille l'autre et je me relance. Donc on ferait quelque chose comme ça. Mais maintenant c'est fini parce que on programme plus en utilisant la mémoire, on programme en utilisant des canaux. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un canal qu'on peut appeler tour, par exemple aussi, et on va l'utiliser pour communiquer. Et donc on va écrire que poliment dans le code de P1, après avoir fait son entrée-sortie, enfin sa sortie surtout, P1 va communiquer sur le canal tour que c'est à P2 de jouer. Et P2, avant de faire son entrée-sortie, il va attendre, donc là il va y avoir une émission, et lui, il va attendre de recevoir quelque chose avant de faire son entrée-sortie. Et puis de manière symétrique, lui va communiquer sur le canal tour pour dire j'ai fini, et lui va attendre que lui dise j'ai fini sur le canal tour. Donc on va utiliser ce canal tour pour synchroniser les deux processus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le code, et puis on va réifier ce canal tour. Alors comment on va faire pour l'inclure? Eh bien, on va demander à ce que la routine, en plus d'un mot, on lui passe un canal sur lequel on fait passer des entiers, et que ce canal s'appelle C, par exemple. Et ensuite, on va dire, bah oui, mais maintenant, avant d'écrire mon mot, je veux recevoir quelque chose sur C. Alors, on écrit comme ça. Et puis, ce que je reçois sur C, je m'en moque. Je m'en moque de ce que je reçois, je le jette à la poubelle. Donc voilà, il n'y a pas de 2 points égales avant la flèche. Là, on dit juste, je reçois quelque chose sur C. Et quand j'ai fini d'écrire, c'est là où j'envoie 0 sur C. On utilise un canal qui contient des entiers sur lequel on passera juste l'entier 0. Donc là, ça a l'air super. Mais il faut évidemment que maintenant je passe un canal à mes goroutines. Donc je vais créer un nouveau canal dans mon... Je vais créer un nouveau canal ici, et le canal, je vais l'appeler tour, comme je l'ai appelé sur mon schéma, et je vais utiliser make chain int. Donc là, je construis un canal tour. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il n'est pas utilisé. Et je vais le passer à la goroutine qui fait des pongs, et à la goroutine qui fait des pings. Et lui, il me dit... Je sais pas pourquoi il râle. Ah, parce que j'ai mis un... Oui, j'ai pas besoin d'écrire ça, vu que j'ai utilisé printline. C'est vrai. Alors là, bon, je suis content. Je me lance dans mon... dans mon exercice. Et qu'est-ce qui va se passer? Il se passe rien. Ça écrit pas sur la sortie standard. Ni ping, ni pong. Est-ce que vous voyez pourquoi? Est-ce que quelqu'un... Hein, là, je sais, vous êtes 18, ce qui est faible par rapport au total. Ah, très bien. Donc, je suis content de voir qu'il y a moins 2 personnes qui suivent. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, bah, faisons le schéma. Quand on commence ici, on crée P1 et P2, les deux arrivent sur la réception sur leur canal C. Maintenant, ils sont créés avec un canal C. Les deux arrivent à la réception sur C. Les deux sont bloqués en attendant que quelqu'un parle sur C. Donc, s'il n'y a personne qui parle sur C, eh bien, ils restent bloqués à attendre. Et les deux restent bloqués. Donc, j'ai créé un deadlock parce que j'ai pas fait attention. Alors, vous voyez le côté pédagogique de ma démarche, c'est pour vous montrer que parfois on essaie de régler des problèmes, et qu'en réglant des problèmes on en crée des autres, et là j'ai créé un problème de deadlock, en faisant pas attention. Alors qu'est-ce que je peux faire? Eh bien je peux demander au thread principal de commencer à donner à quelqu'un la main en envoyant 0 sur le canal tour, et là vous voyez que
j'arrête, et vous avez une alternance parfaite de ping et de pong, puisque à chaque fois, il se repasse la main. En utilisant le canal pour se synchroniser. Donc qu'est-ce qu'on a illustré dans ce premier exemple? On a illustré l'utilisation d'un canal pour se synchroniser. Là, on ne communique pas d'informations, mais on s'attend l'un l'autre en utilisant les entrées-sorties sur un canal. Et ça, c'est un mécanisme que vous devez apprendre et que vous devez continuer à utiliser dans vos TME. Alors, on va faire maintenant le deuxième exo. Hein, on commence doucement, hein, on va pas très vite. Et on va... Ah, j'ai ma barre. Ah. Hop. Et on va faire la même chose, faire une chose pareille pour l'exercice 2, où on va faire 5 processus qui en boucle et sans mécanisme de synchronisation impriment chacun sur la sortie standard la même phrase. Bon, alors là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même assez similaire à la question précédente. Sauf que ici, c'est plus un mot, c'est une phrase. Et on va mettre belle marquise. Vos beaux yeux me font mourir là-bas. Hop. Voilà. Ouais, j'avais pas vu. Bon, j'espère que vous êtes tous en train... ceux qui vous ont l'air, qui sont... Oui, alors, très bonne question, Valentin. Dans le code qu'on avait tout à l'heure, le code, il commence par lancer 2 goroutines qui, chacune, vont écouter sur le même canal tour. Et du coup, le premier... et ensuite, on envoie 0 sur le canal tour. Mais quand on envoie 0, il y a 2 routines qui sont en train d'écouter. Du coup, ça veut dire, on aurait pu faire des tests tout à l'heure, qu'on peut commencer soit par un ping, soit par un pong, en fonction de quelle est la première routine qui a écouté. Donc effectivement, on a du code non déterministe, et ça vient du fait que on a cette histoire il y a 2 personnes qui ont... Alors comment on pourrait faire pour faire que ça commence tout le temps par ping, par exemple? Alors il faudrait spécifier, par exemple, on pourrait le faire... Bon, peut-être c'est intéressant, peut-être je pourrais le faire. Si on veut que ça commence tout le temps par ping, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut faire 2 canaux. Un canal pour ping, qu'on va appeler CI, et un canal pour pong, qu'on va appeler CO. Et ensuite, on va donner à ping le canal, à pong le canal CO, à ping le canal CI, et celui qu'on va donner en premier, c'est ping. Et à ce moment-là, là j'ai raté. Alors pourquoi j'ai raté? C'est intéressant. Ah bah oui. Bah oui. Alors vous voyez, c'est vraiment super. Hein. D'un point de vue pédagogique, on fait... oui, très bien, vous avez tout à fait raison, Alexis. Évidemment, ça marche pas parce qu'il faut passer 2 canaux. Est-ce que tout le monde a bien vu pourquoi ça marchait pas? J'ai voulu faire le malin, et en faisant le malin, j'ai créé 2 canaux entre les deux. Un canal que j'ai appelé CI, un canal que j'ai appelé CO. Et j'ai passé le canal CI à P1 qui attend sur CI et qui veut recevoir sur CI, et j'ai passé le canal à CO qui écrit sur CO et qui attend sur CO. Mais évidemment, ça marche pas. Il faut que les deux puissent connaître les 2 canaux pour communiquer.
alors il faut que j'ai à la fois mon canal et son canal. Et moi, j'attends quelque chose sur mon canal et j'envoie quelque chose sur son canal. Et du coup, mon canal pour Pong CCO et son canal CCI, et mon canal pour Ping CCI et son canal CCO. Et ce coup-ci, j'y retourne. Là. Et là, vous voyez, j'ai un ping-pong alternatif qui fonctionne correctement et qui, mais je vais pas pouvoir le voir, parce que, ah si, a bien commencé par un ping. D'accord? Donc j'espère que vous comprenez ça. Bravo pour ceux qui ont vu, pour la question et puis aussi pour avoir vu le fait qu'effectivement il faut passer les deux canaux. Et vous voyez le genre de problèmes qui ne sont pas des problèmes au sens des grosses difficultés, mais qui sont le genre de, de caractéristiques de la programmation avec des canaux. Il faut se poser des questions de comment on va synchroniser, comment on va communiquer et qui partage la connaissance des canaux. C'est ça, la topologie du système. C'est ce que je disais en cours, c'est super important, c'est qui connaît quel canal. Et là, on a vu que dans ma première solution, elle était fausse, parce qu'il faut que les deux puissent connaître les bons canaux pour pouvoir se synchroniser correctement. Alors on passe à l'exo 1.2, et puis on n'utilise pas de mécanisme de synchronisation, et puis on regarde ce qui va se passer. Voilà, j'utilise pas de mécanisme de synchronisation. Cette barre de zoom là, elle commence à me... Vous voyez pas, mais je suis en train tout le temps de triturer la barre de zoom parce qu'elle se met aux endroits, à des endroits incongrus. Et puis, ah. Alors, où je suis ici? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Attendez, pourquoi j'ai un stylo? Arrête. Mais qu'est-ce que j'ai? Bon. Pardon. Alors, on continue. Notre exo 1.2. Qu'est-ce qu'il fait? Go run exo 1.2.go. Comment je l'ai appelé? Voilà. Ok, je l'ai mis là. Bon, c'est bien, je vais tous les mettre dans le même. Pof. Go run exo 1.2.go. Et là, il se passe la même chose que tout à l'heure, hein, vous vous en étiez douté. C'est de la préemption. Chaque go-routine tourne et écrit plein de fois en boucle son message. Et ensuite, elle passe au suivant. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour synchroniser ensemble ces choses-là? Alors, on peut faire le mécanisme qu'on vient d'appliquer au ping-pong. Donc on peut faire mon canal, son canal. C'est peut-être mieux de l'appeler prochain canal pour dire que c'est le... Non, allez, son canal. Donc c'est le canal du prochain dans le grand tourniquet. Et ce qu'on fait, c'est que on attend de recevoir quelque chose sur mon canal qu'on jette. Et enfin, on envoie sur son canal une valeur bidon, par exemple 0. Et là, on crée 5 canaux. On peut créer aussi un tableau de canaux. Hein. De taille 5. 5. Et ici, on lui passe C1 comme son canal, C2 comme le prochain. Et si on lui passe C2 comme son canal, C3 comme le prochain. C3, C4, C4, C5 et C5, C6. Bah non, justement, pas C5, C6. C5, C1.
Et ensuite, on initialise en envoyant 0 sur C1. Hop. Et là, vous avez Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour à chaque fois. Maintenant, si on veut faire comme le bourgeois gentilhomme de la pièce de Molière, et qu'on veut que l'ordre puisse être différent à chaque fois. Alors, c'est pas forcément évident, mais on peut y réfléchir. On veut... Tuc, 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 tuc. Alors, un slip random. Bah non, ça marche pas un slip random parce que comme chacune des go-routines écoute sur son canal et apprenne le prochain, l'ordre, il est donné par ce que j'ai ici. Vous voyez, là j'ai un ordre qui dit que Belle Marquise, il attend sur C1, puis ensuite c'est C2 qui contactera. Donc même si je les fais dormir, comme ils sont pas préemptés, lui il va tout le temps, il va bloquer en attendant quelque chose sur C2, et même si lui est en train de dormir, lui va pas commencer. Donc il faut que je trouve un autre système. Je peux pas faire ça avec un endormissement de thread. Alors, mais si je prends un seul canal, les chaînes dans un tableau ont choisi un... Attends. Oui, on pourrait faire ça. On pourrait écrire un ordonnanceur. Peut-être peut-être ça c'est une bonne idée. On pourrait écrire un ordonnanceur. À qui on passe c'est un... attendez, est-ce que j'ai pas une solution avec un tableau élégant? Un canot. Ça va marcher. Canot. Et ensuite, il me faut un truc pour prendre un... Ça va me prendre du temps. Mais bon, c'est quand même assez intéressant. Je choisis un canal au hasard. Alors, qu'est-ce que je prends? Int n. Alors, ensuite, je peux faire... canot...
Alors regardez, ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, mais vous pouvez avoir d'autres idées, hein, n'hésitez pas. Mais ce que je peux faire dans un premier temps, qui peut être rigolo, ça va être de... Alors, Paul, c'est bien ce que vous proposez, c'est-à-dire on passe les 5 canaux à chaque routine, et puis on demande à chaque routine de choisir aléatoirement le suivant. Sauf que ça va pas forcément mélanger la phrase, parce que par exemple, un pourrait choisir 2, puis 2 rechoisir un, puis un rechoisir 2. Ce qu'on voudrait, c'est un ordonnanceur qui donne la main à à chacune des routines, mais une fois, en fait, on voudrait refaire une notion d'instant. On voudrait que, comme on avait dans les FAIRSAT. Alors, ce qu'on peut faire, un truc malin, c'est d'utiliser un canal pour chacune des routines. Donc C1, C2, C3, C4, etc. Et C5. Et un ordonnanceur ici, qui a un canal de synchronisation. Ensuite, on passe à chaque routine son canal à elle, et le canal de synchronisation, et l'ordonnanceur il connaît tous les canaux, et la synchronisation. L'ordonnanceur il choisit au hasard un canal, et il attend de recevoir un sync avant de continuer. Maintenant, il faut la partie un petit peu plus embêtante. Euh, la partie un petit peu plus embêtante, ça va être de faire un mécanisme qui est choisi, qui élit au hasard un canal, mais on va s'en sortir. Donc, synchro, C5, CS, mechan int, un ordonnanceur avec 100 CS et avant il faut que je lui donne comment c'est la construction explicite de tableau en Go. Ah, les slices en fait, il faut que je lui donne une slice de... Je vais lui donner... Tac. Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire mon ordonnanceur? Alors attendez, Alexis, ça m'intéresse super si vous avez une technique pour le faire avec deux canaux. N'hésitez pas à la décrire. Alors mon ordonnanceur, il tire un truc au hasard, il met son canal dans le choix et ensuite il attend de récupérer un truc sur le canal de synchro. Et dedans, ce qu'il met ici, c'est un 0. Alors, est-ce que ça compile déjà? Hop. À quelle ligne? Ligne 4, expected. Ah oui. Unexpected, ligne 38. Ah oui, pardon. Voilà. Ordonnanceur avec CX. Ok.
Voilà. Alors, voilà. Et là, on est retombé sur Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour à chaque fois. Alors, pourquoi? Parce que ici, on n'a pas de randomisation. Donc, on va faire une randomisation. Alors, vous aviez proposé un shuffle du tableau. Est-ce qu'on peut faire ça? Golang shuffle slice. Shuffle le slice aurait. Euh, ouais, c'est pas mal. Euh... Shuffle Golang. Regardez, c'est vraiment bien. Shuffle, ça pseudo-randomise l'ordre des éléments euh, en utilisant euh, en utilisant la source par défaut de pseudo-random, c'est-à-dire la seed par exemple. N, c'est le nombre d'éléments. Et la fonction swap, il faut lui donner une fonction qui change les éléments i et j. Donc il faut lui donner une fonction de qu'est-ce que ça veut dire quand on lui donne un i et un j. Qu'est-ce que ça veut dire de swapper un i et un j. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se crée une variable interne euh, pour ces canaux. On dit mes canaux, ça va être le canot ici. Et ensuite, on va faire à chaque fois un... Ah oui, pardon, il faut que je fasse une boucle for true autour de ça pour que ce soit plus joli. Et ensuite, il faut que je swap mes canaux en utilisant, alors attention, rand.shuffle de quelque chose qui a une longueur 5. Et ma fonction de shuffle, elle prend un i et un j entier. Et qu'est-ce qu'elle fait pour shuffler? Elle échange mcano de i et mcano de j en mettant à la place mcano de j, mcano de j. J'ai utilisé une double affectation. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Une catastrophe, parce que ça donne tout le temps la même chose. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Euh, Alors, attendez, Alexis, je réponds après, une fois que j'arrive à me démêler de ça. Et là, pendant ce temps, il faut que vous m'aidiez à pourquoi le shuffle, c'est pas bien passé. Bizarre, bizarre. fmt.println de mcano de 0, mcano de 1, mcano de 2, mcano de 3, mcano de 4. Hop. Attendez, il se moque de moi. Ah oui, non, il peut pas. Pourquoi j'écris ça? Je peux pas écrire un canal sur la sortie standard. Ah oui. Ah, vous l'aviez pas vu ça? Vous m'avez pas dit.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Raté. Alors. Tac. Ah oui, non. J'ai plus besoin d'un random ici. G for i égale 0. I. J'ai besoin d'un truc comme ça, c'est ça? Ça continue à faire la même chose. C'est un problème de shuffle, j'ai mal shufflé. Shuffle pseudo-randomize order, example, words égale string field machin, round shuffle, longueur de words, et la fonction elle met word ig en place de word ig. J'ai l'impression que j'utilise shuffle correctement, mais dans le GoFunk, oui, attendez, dans le GoFunk, oui, Paul, il faut pas mettre C1CE, mais les cases du tableau. Ah bon? Bah pourquoi? Non, le tableau c'est une slice des canaux. Ah oui, non, il faut mettre synchro, c'est ça que vous voulez dire. Oui, waouh, merci beaucoup. Et voilà, une belle étourderie. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, ce que je faisais sur l'ordonnanceur n'avait aucune incidence, parce que l'ordonnanceur n'était jamais appelé, puisque les canaux continuaient à s'appeler les uns les autres. Il s'appelle pas CO, il s'appelle CS. Waouh, merci. Donc heureusement que vous suiviez. CS, CS, CS. Yeah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses qui me font plaisir. Attendez, je vais faire un clear. Et ici, je vais mettre un... Alors attendez, maintenant je vais synchroniser mon programme pour qu'il s'arrête au bout d'un moment. Et donc je vais mettre un for j égale 0 jusque 100. Et une fois qu'il aura fait tout ça, il se synchronisera sur le canal de fin. Donc ici je vais mettre un fin chan int. Et une fois qu'il aura fait tout son truc, il enverra sur fin le 0. Ici j'ai besoin d'un canal de fin. Fin 2.make chan int. J'ai besoin de passer le canal de fin à l'ordonnanceur. Et plutôt que de faire une attente infinie ici, j'écris je reçois sur fin le 0. Et c'est seulement après que je m'arrête. Ligne 44, c'est l'inverse. Évidemment, je me suis trompé. C'est fin. Voilà. Voilà, donc là il s'arrête. Je peux remonter au début. Et on voit qu'il dit « Me font belle marquise vos beaux yeux d'amour mourir. Belle marquise d'amour me font mourir vos beaux yeux. Vos beaux yeux me font mourir d'amour, belle marquise. D'amour mourir, vos beaux yeux, belle marquise me font. Belle marquise d'amour, vos beaux yeux me font mourir. » Et là vous voyez qu'à chaque fois, on voit les instants, hein, et entre chaque instant, il y a bien les 5 phrases, mais dans des ordres différents. Mourir, belle marquise, d'amour, vos beaux yeux me font. Donc comment on a fait ça? Évidemment, la partie... Oui, oui, voilà, c'est ça. J'espère que vous, Paul, vous êtes convaincu, mais que tout le monde est convaincu qu'on a bien les groupes de 5 à chaque fois. Et comment on l'a obtenu? On a écrit un ordonnanceur explicite. C'était ce qu'on voulait faire aussi la semaine dernière à un moment en C. Puis en C,
c'est trop compliqué. Alors qu'en Go, vous voyez là, moi je savais même pas comment on faisait un shuffle. On a regardé vite fait la documentation et on a pu écrire tout de suite comment faire un shuffle sur un tableau. Donc on a un tableau des canaux qui est passé à l'ordonnanceur. À chaque tour, pendant 100 tours, l'ordonnanceur, il shuffle son, son tableau de canaux. Et puis, ensuite, dans l'ordre des canaux, il envoie à chaque fois une synchronisation, un 0 sur la première case du tableau, il attend qu'on lui réponde, un 0 sur la deuxième case, il attend qu'on lui réponde, etc. etc. Et chacune des go-routines, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attend qu'on lui donne, elle attend de recevoir quelque chose sur son canal à elle, et elle écrit sa phrase, et ensuite, elle envoie quelque chose sur le canal de synchro, qui finalement est le canal que l'ordonnanceur utilise pour récupérer. Donc là, on a un ordonnanceur explicite qui donne à chaque fois dans un ordre aléatoire un seul tour de morceau de phrase à chacune des routines, et ensuite qui continue. Donc j'espère que vous êtes convaincus de ça, et c'est quelque chose d'assez c'est quelque chose d'assez idiomatique. On va refaire les choses comme ça, c'est quelque chose d'assez typique de la programmation en Go. Donc un canal de synchro pour l'ordonnanceur. L'ordonnanceur, il a son tableau qui shuffle et il choisit au hasard dedans. Et ensuite, il appelle les, les processus sur leurs canaux à eux, et le processus lui répond sur le canal de synchro pour dire qu'ils ont fini. Du coup, personne se marche sur les pieds, on synchronise correctement, et on a une des go-routines qui s'occupe explicitement de la synchronisation et de l'ordre dans lequel les choses se font. Donc là, on est content, et je remonte à la suggestion d'Alexis à deux canaux, parce que ça m'intéresse. Alors, l'ordonnanceur fait une première boucle en envoyant sur un canal, puis une boucle sur l'attente du second. Les routines attendent sur le premier, et on voit sur le second. Ah, ouh, c'est futé. Est-ce que ça marche? Eh ben, j'ai pas envie de réfléchir à si ça marche ou pas. Je préfère tester directement. Alors, on n'a que deux canaux. Alors, on va les appeler vas-y et synchro. On attend sur vas-y et on va sur synchro. Ici, on a lui c'est vas-y et lui c'est synchro. Et on va les appeler V et S pour aller plus vite. On leur donne à chacun V et S. Et l'ordonnanceur, on lui donne les deux canaux V, S et fin qui vont bien. Donc toi, tu récupères V et tu récupères S, qu'on appelle synchro, et vas-y. Ensuite, ce qu'il fait, c'est que 100 fois, qu'est-ce qu'il fait 100 fois? Il va, pour I allant de 1 à 5, il va envoyer 0 sur vas-y. Et lui, pour I de 1 à 5, il va recevoir quelque chose sur synchro. Et ce truc là, on va l'appeler exo 2 Alexis. Hop. Est-ce que c'est correct ou pas? Ou est-ce qu'il manque des trucs? Go run exo2 alexis.go syntaxe error unexpected ligne 23, je me suis trompé dans l'enchaînement des flashbacks. Pif pif pif. Ah oui. Caps lock. Synchro. Voilà. Et là, donc on remonte tout au-dessus, hein, c'est ce qu'on avait dit.
Et on regarde. Me font vos beaux yeux, belle marquise d'amour, mourir. Ça, c'est bon. Mourir vos beaux yeux me font belle marquise d'amour, c'est bon. D'amour mourir me font belle marquise vos beaux yeux, c'est bon. Vos beaux yeux mourir d'amour me font belle marquise, c'est bon. Belle marquise mourir vos beaux yeux d'amour me font, c'est bon, machin, machin. Alors on voit que à la fin de celui qui finit l'instant, c'est aussi celui qui commence le suivant. Néanmoins, au sein du truc, au sein de chacun, ça a l'air d'être dans des ordres différents et de respecter ce qui va bien. Donc très bien. Je suis désolé de ne pas avoir vu ça, vous êtes meilleur en programmation concurrente que moi et c'est normal. Mais effectivement, avec deux canaux, on peut s'en sortir. Donc là, vous voyez ce que fait l'ordonnanceur, c'est qu'à chacun de ces instants, hein, on pourrait appeler ça des instants, il donne, il les met 5 fois de suite sur le canal VASI. Donc chaque goroutine va en même temps devoir imprimer sur la sortie standard. Et ensuite, il attend 5 fois de suite que chaque goroutine est finie. Donc il est sûr qu'une goroutine ne va pas écrire 2 fois avant qu'il y en ait une qui en écrive une, parce que il attend que tout le monde ait fini avant de passer à la suite. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, Très bien. Passons à la suite du TD. Hein. On progresse lentement, mais sûrement. En tout cas, je suis content du rythme et je suis content si on passe notre temps à faire ce genre de choses. Parce que d'une part, on fait de la syntaxe de Go. Et d'autre part, on fait surtout, c'est ça qui m'intéresse, des canaux synchrones, à réfléchir à des systèmes, un système de canaux qui relie les différents processus du système, et puis de la manière dont on se synchronise ou pas. Donc là, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a un seul canal VASI, un seul canal synchro, on a l'ordonnanceur ici, on a les 5 bonhommes ici, et les bonhommes, ils commencent par écouter sur le canal VASI. Les 5 écoutent en même temps sur le canal VASI. Et l'ordonnanceur, il va commencer par 5 fois émettre sur le canal VASI. Donc le premier qui va recevoir, il va pouvoir écrire sur la sortie standard, et ensuite il va essayer d'émettre sur le canal synchro. Dès que lui a reçu quelque chose, bah, il écrit et il essaie de se mettre sur synchro. Puis ensuite c'est lui, pareil, il essaie de se mettre sur synchro, puis c'est lui qui essaie de se mettre sur synchro, puis c'est lui qui essaie de se mettre sur synchro, puis c'est lui qui essaie de se mettre sur synchro. Et une fois qu'il a envoyé 5 fois vas-y sur le canal de sortie, lui, il attend 5 fois sur le canal synchro. Et donc tout va bien. Pourquoi? Parce que lui peut pas écrire un deuxième tour tant que son synchro n'a pas été accepté. Et son synchro n'a... C'est-à-dire tant qu'il n'a pas reçu un deuxième vas-y. Et il n'a pas reçu un deuxième vas-y tant que lui n'a pas fait son synchro. Et si vous regardez l'enchaînement de la causalité, lui, pour avoir un deuxième vas-y, il est obligé d'avoir fait son synchro. Pour avoir fait son synchro, il faut que lui ait pu écouter le synchro, donc il faut qu'il ait envoyé 5 fois vas-y. Donc ça veut dire que... Et pour passer à la suite, il faut qu'il ait eu 5 fois synchro. Donc ça veut dire que forcément, tout le monde l'a fait exactement une fois entre deux instants de l'ordonnanceur. Effectivement, non, Paul, on ne peut pas écrire 2 fois sur un même morceau. Par contre, vous avez raison de poser la question. C'est pas évident de s'en convaincre. Hein. Il faut bien regarder ce qui peut se passer et surtout la causalité des événements. C1 peut pas. Et oui, voilà, votre question, elle est super. Non, C1 ne peut pas réceptionner le premier vas-y très vite, faire son truc très vite et récupérer un 5e vas-y. Pourquoi? Parce que pour faire un deuxième vas-y, C1, il faut qu'il puisse émettre synchro. Et comme on est sur des canaux synchrones, il ne pourra pas émettre synchro si l'ordonnanceur n'est pas prêt à écouter sur synchro. Et quand l'ordonnanceur commence à être prêt à écouter sur synchro, c'est qu'il a déjà fait ses 5 vas-y. Hein, on regarde le code ici. Pour faire une première écoute sur synchro, il faut qu'il ait que 5 personnes aient écouté vas-y. Et donc, pour faire son deuxième vas-y, lui, il faut qu'il ait quelqu'un qui ait reçu son synchro. Donc l'ordonnanceur, pour avoir reçu son synchro, il faut d'abord qu'il y ait 5 personnes qui aient reçu son vas-y. Donc avec ces arguments, on démontre que c'est pas possible de faire 2 fois sa phrase avant que quelqu'un d'autre en ait fait. Mais par contre, c'est pas trivial. D'accord? Et vous avez raison de poser cette question, parce que vous voyez qu'il y a un enchaînement de causalité. De se dire,
pour faire deux prints, il faut que je fasse 2 vas-y, mais pour faire mon deuxième vas-y, il faut que j'ai fait un synchro. Pour que j'ai fait un synchro, il faut que l'ordonnanceur ait écouté mon synchro, mais pour qu'il ait écouté mon synchro, il faut qu'il ait envoyé 5 vas-y. Et pour envoyer 5 vas-y, il faut que les 5 routines aient reçu le vas-y. Du coup, de ce côté-là, on est plutôt pas mal. Et ensuite, je ne peux pas refaire mon deuxième vas-y parce qu'il faut qu'il y ait eu les 5 synchros avant de pouvoir recevoir le deuxième vas-y, et donc il faut que les 5 aient fini. Donc la preuve n'est pas évidente, mais avec des relations de causalité, hein, il existe des outils mathématiques et formels pour travailler sur cette notion de causalité. Avec des relations de causalité, on voit que ça va marcher. Donc bravo à Alexis pour avoir designé cette solution élégante à 2 canaux, qui est un petit peu plus difficile à comprendre que l'autre, mais qui est beaucoup plus élégante. Et merci d'avoir posé des questions, parce que c'est vrai que c'est intéressant de regarder, de voir que l'une implique l'autre. Donc ça fait partie de la programmation des canaux avec des canaux synchrones, de réfléchir à la causalité. Qu'est-ce qui peut se passer après, ou qu'est-ce qui a besoin de se passer avant? Quelle est la cause qui a besoin d'exister pour qu'un effet puisse se produire? Donc ça, c'est super intéressant. Et ça remplace d'autres considérations sur les threads, les attentes, les conditions, etc. Mais ça veut dire qu'il faut quand même réfléchir quand on fait de la programmation avec des canaux synchrones. Et bien sûr, tout ça, ça a du sens parce qu'on a des canaux synchrones. Hein. Ça, c'est vraiment le truc important. Les canaux synchrones, ça veut dire on bloque sur une émission tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour recevoir de l'autre côté. Voilà. Je suis content qu'on ait passé du temps là-dessus. Mécanisme de synchronisation simple, blablabla. Bon, peu importe pour la suite. La question 3, on l'a faite dans la question 2, si vous voulez. Modéliser un passage, un système où n processus incrémente chacun un compteur distribué. Et... Allons-y. Ça a l'air plutôt intéressant. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler compteur 1. Et je vais regarder ce que j'avais pour ce compteur. Alors, on va d'abord faire un schéma. Hein, ce que je vous ai dit, c'est important quand même de toujours commencer par faire un schéma du système. Et souvent, aux examens, c'est la première question que je vous pose. C'est faire un schéma du système. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est un système dans lequel on a un compteur et on a des gens qu'on va appeler des additionneurs qui sont chargés de donner des impulsions d'incrémentation au compteur. On en a un certain nombre, et puis on a un thread qui va maintenir le compteur. Donc pas de compteur partagé, hein, on ne partage pas de la mémoire, pas bien. Donc si on ne partage pas de la mémoire, ça veut dire que le compteur, qui est une case mémoire, il doit être quelque part. Il n'est pas partagé, mais il est quelque part. Donc on va l'associer à un thread. Plutôt que d'avoir un compteur partagé, on va avoir un compteur réparti, c'est-à-dire qu'il va exister dans une mémoire à un endroit, et il va être maintenu par la goroutine qui le possède. Et les autres vont agir sur ce compteur par impulsion. Donc ils vont écrire au compteur, ils vont envoyer au compteur des ordres sur un canal pour lui dire d'incrémenter. Donc on a besoin d'avoir juste un unique canal, j'imagine, un canal de synchronisation, sur lequel chacun de ces additionneurs va envoyer une impulsion, et le compteur il va recevoir les impulsions des additionneurs, et il va maintenir, et il va additionner lui-même il va faire l'addition lui-même. Alors, encore une fois, j'ai cette horrible barre qui me gâche l'écran. On va faire la fonction de chacun des additionneurs. Les additionneurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ont un canal qu'ils vont utiliser pour la synchronisation, et puis on va leur donner un entier pour les identifier. Ils vont tourner en boucle, et ce qu'ils vont faire, c'est que
ils vont envoyer une impulsion sur le canal d'impulsion, on peut l'appeler imp pour impulsion. Ils vont envoyer 0 sur le canal d'impulsion, qui signifie à quelqu'un additionne, et ensuite ils vont faire une écriture en disant additionneur numéro et où il est le petit... Oui, voilà. Additionneur numéro son canal d'identité incrémente. Il envoie son impulsion. Bon, très bien. Bon, code très simple pour les additionneurs. Maintenant, le compteur, il va être tout seul. Le compteur, il va prendre en entrée le canal d'impulsion. Et il va prendre aussi un canal de fin. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une variable interne, qui est un compteur, et qui va initialiser à 0. Alors plutôt que d'écrire ça, oui non, si c'est bien, parce que comme ça on voit que c'est un entier, on va mettre compteur initialisé à 0. Qu'est-ce qu'il n'est pas d'accord? Oui, not used, d'accord, merci. Et ensuite, il va dire, tant que le compteur est inférieur à un maximum, alors, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais déclaré deux constantes, qui étaient le nombre de threads et le nombre d'additions de chaque compteur. Par exemple, je voulais 10 threads qui chacun incrémente 10 fois mon compteur. Donc j'avais un NBC qui est le nombre de compteurs et NBA qui est le nombre d'additions. Et du coup, la valeur maximum du compteur, c'est le nombre de compteurs multiplié par le nombre d'additions. Hein, c'est 100 fois ici. Et donc le compteur, qu'est-ce qu'il fait? Non mais en fait c'est moche de faire ça. Je vais plutôt faire... Oui non, c'est ça. Donc for machin, c'est-à-dire tant que le compteur est plus petit que le maximum, il continue. Et une fois que le compteur est plus petit que le maximum, on écrit un truc du genre compteur au max. Et ensuite, on se synchronise sur le canal de fin. Donc là, c'est quelque chose que vous devez commencer à assimiler. Le fait de... On passe un canal pour faire de la synchronisation, pour recevoir une gélule de poison, et pour pouvoir tuer... ou pour envoyer une gélule de poison, pour pouvoir tuer quelqu'un. Donc pour tuer le thread principal, on lui envoie 0 sur le canal de fin. Le thread principal, il écoute sur fin. Et quand il reçoit 0, eh ben, il s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque étape? Eh bien, sur le canal d'impulsion, on va attendre de recevoir quelque chose. Alors, à chaque fois, je me trompe de sens. Voilà, donc on reçoit quelque chose sur le canal d'impulsion, une impulsion, juste. Et puis, quand on a cette impulsion, bah, on incrémente notre compteur. Compte égale compte plus 1. Et ensuite, on fait une sortie pour expliquer fmt.println le compteur est à... Et enfin, le main, il a besoin d'un canal fini et d'un canal impulsion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va créer suffisamment de threads et for i égale 0, i inférieur à nb, le nombre de compteurs, i++, il crée à chaque fois un... Il crée à chaque fois une goroutine qui... Alors je dis thread, hein, mais c'est évidemment pas des threads, c'est des goroutines qui implémentent additionneur avec comme canal d'impulsion, impulsion, et comme canal de fin, fini.
Pourquoi ça marche pas? Var fini chain int cannot use fini as int value int argument conditional companion. Ah oui, non. Il faut que je lui donne i, bien sûr. Merci l'analyse statique. Et ensuite, je lance le compteur qui lui va faire compteur. Et lui, par contre, je dois lui donner les deux canaux. Le canal, comment on l'appelle, impulsion, et le canal fini. Voilà. Et ensuite, j'attends pour me synchroniser de recevoir un et je fais fmt.println fin du main. Pouf, pouf, pouf. Qu'est-ce que ça dit? Comment je l'ai appelé? Et compteur 1. Go run compteur 1.go. Et là, regardons ce qui s'est passé. Le compteur est 1, le compteur est à 2, le compteur est à 3. Ah oui. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de voir? Pourquoi j'ai que le 7, le 8 et le 10 qui incrémentent? C'est pas bien ça? Bon, en tout cas, on a bien... Ah oui, non. Attendez, c'est bizarre cette histoire. Ah, oui, j'ai vu. Ouh, c'est subtil. Je me suis fait avoir moi-même par les clôtures. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a un buffer d'écriture lecture, mais on voit bien ce qui se passe. Et voilà, et là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, ça marche bien. Et au début, ils font dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parce que la première fois, il prend les... 1, 2, 1, 1, il incrémente 2 fois. Donc voilà. Donc, je m'étais trompé, évidemment, j'avais mis un i ici. Or, on a dit que c'était une fermeture, donc ça capturait la liaison du i qui était une liaison dynamique. Donc si je veux à chaque fois lui donner la bonne valeur de i, bah, il faut que je passe i en argument à ma clôture, à ma fermeture, et que ma fermeture elle prenne un k, que ensuite j'appelle la chose avec k. Si je veux pas que ce soit un pointeur vers le même i dans chacune des routines d'additionneur. Donc voilà, un peu de subtilité de manipulation, mais normalement c'est des choses qui doivent vous être familières. Et maintenant ce qui m'intéresse, c'est de faire la même chose, mais sans utiliser deux processus supplémentaires. Je veux pas qu'il y ait de compteurs, je veux qu'il y ait juste des additionneurs. Alors comment vous feriez un système qui partage une mémoire compteur sans avoir accès à la mémoire partagée? Donc vous allez avoir 10 additionneurs ici. Chaque additionneur doit régulièrement incrémenter ce compteur, en tout cas envoyer une impulsion qui incrémente le compteur, mais vous n'avez pas de thread de goroutine, de processus compteur, pour centraliser les choses. Alors comment on va faire? Alors vous vous souvenez des règles de Go qui disent on n'a pas le droit de communiquer en partageant la mémoire, mais on doit partager la mémoire en communiquant. Ici on avait réparti la mémoire.
Et on n'avait pas communiqué, on avait utilisé des synchronisations. Maintenant, ce compteur, je peux l'utiliser dans les communications. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que mes threads additionneurs, mes goroutines additionneurs vont se parler entre elles, et elles vont se parler en se passant à chaque fois la valeur du compteur. Donc en fait, ce qu'elles vont faire, c'est que il va y avoir un seul canal de communication. Au début, on va envoyer la valeur 0 sur le canal de communication. Ensuite, tous les threads ici vont écouter en même temps sur le canal de communication. Dès qu'il y en a un qui écoute, il récupère la valeur qu'on a envoyée sur le canal, il l'incrémente en interne, donc il la passe à 1, puis il la remet sur le canal de communication. Et là, il y a un autre thread qui va se synchroniser avec lui. Ça peut pas être lui-même, hein, parce qu'on peut pas. Il va rester bloqué sur l'envoi sur com, et jusqu'à ce qu'un autre thread écoute sur com aussi. Donc il y a un autre thread qui écoute sur com, et donc la communication va se faire. Il va lui envoyer la nouvelle valeur du compteur, et l'autre thread va l'incrémenter, puis l'envoyer sur com. Il y a un autre thread, machin. Et à tout moment, sauf au début, enfin au début, il y aura 10 threads qui écouteront sur com, et dans la suite, à tout moment, il y aura 9 threads qui écouteront sur com, et le 10e qui va envoyer sur com. Et donc on va faire ça, on va utiliser un canal de communication pour que les threads puissent se passer, le mot. Alors, est-ce que je peux écrire mon deuxième compteur? Donc il n'y a plus de compteur ici. Et l'additionneur, qu'est-ce qu'il prend? Un canal d'impulsion, un canal, un identifiant, et puis un... Alors, plus un canal d'impulsion, un canal de... On va l'appeler com, pour dire que c'est un canal de communication, un identifiant, et puis un canal de fin, parce qu'il faut quand même aussi pouvoir prévenir le bonhomme. Alors, qu'est-ce que va faire chaque additionneur? Ah, je sais ce que j'ai oublié dans le truc là. J'ai oublié de dire que c'est pas un for, c'est un for NBA. Le nombre, chacun doit le faire 10 fois. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Donc lui, chaque additionneur va additionner 10 fois. Donc, je vais dire for i 2 points égale 0 i inférieur à nba, le nombre de fois où on doit additionner, i++, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter sur le canal com, je vais attendre qu'on m'envoie quelque chose sur le canal com, et je vais le mettre dans une variable locale temp. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais dire add numéro id, incrémente. Alors temp, je vais additionner temp, je vais faire temp égale temp plus 1, je vais l'incrémenter. Incrémente compteur A et la valeur de temps. Et ensuite, voilà, c'est très bien, j'avais pas vu votre réponse, Paul, mais on envoie le compteur dans le channel, c'est ça qu'il faut faire. Et une fois qu'on a incrémenté temp et qu'on a dit qu'on l'incrémentait, eh bien, on se synchronise, toujours sur le même canal de communication. On va envoyer la nouvelle valeur de temp sur le canal de communication. Et en fait, le compteur va exister dans le médium, dans les canaux de communication. Il va exister temporairement dans chaque additionneur, mais il va être propagé d'un additionneur à l'autre. Donc on a bien un paradigme purement communicatif. Et alors il faut nous faire quand même un truc, c'est que une fois que les additionneurs ont fini, ils envoient 0 sur le canal de fin. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va NBC fois créer un additionneur, puis NBC fois attendre un fini. Comme ça, il attend la fin de tous les additionneurs. Lui, il faut que je lui donne fini et un canal de communication que je vais appeler compteur. Compteur, c'est un chan int. Et pour i égale 0,
Hop, à quoi il faut que je réfléchisse encore? Il me faut un truc initial, il faut que j'envoie la première valeur de compteur sur le canal. Et est-ce que ça va marcher ça, ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? Clear go run compteur 2.go. Ça a l'air de marcher, puisque on voit que le compteur est incrémenté. Ah non, ah deadlock, super. Alors ça c'est l'erreur dangereuse de Go. L'erreur dangereuse de Go, c'est le deadlock. Et quand tous les Go routines dorment, c'est-à-dire quand elles sont toutes en train d'écouter, alors on dit qu'on a un deadlock. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé. Alors j'espère que vous comprenez, enfin j'espère qu'il y a... Non, j'espère pas que vous comprenez parce que c'est difficile, mais j'aimerais bien qu'il y ait au moins une personne qui comprenne ce qui s'est passé. Où est-ce qu'on a eu un deadlock? Alors déjà, la sortie standard, elle nous aide bien. Elle nous voit qu'on a été jusque 100. Mais ensuite, on a eu un deadlock. Alors qu'est-ce qu'on a voulu faire naïvement? Naïvement, on s'est dit que tous les threads que lui devait attendre NBC fois, le nombre de threads qu'il a créé, une impulsion sur le canal fini. Le canal fini a été passé à chacun des threads, qui une fois qu'ils ont fait qu'ils ont fait 10 fois ce tour de boucle, alors ils sont finis. Mais la difficulté, c'est de regarder le dernier thread, en fait. Imaginez qu'il reste plus que Imaginez qu'il reste plus que 3 threads qui ont chacun un tour de boucle à faire. Donc lui, il est en train d'envoyer. Il veut envoyer. Pardon. Il veut recevoir et envoyer. Recevoir et envoyer. Recevoir et envoyer. Lui, dans celui-là, il vient de recevoir un truc. Il incrémente le compteur. Et ensuite, il veut envoyer. Donc il y a un des deux threads là. Alors, et puis, pardon. Et puis le thread main, ici, il a déjà reçu 7 fois fini. Des 7 threads qui sont morts. Enfin, qui ont disparu. Lui, c'est l'antépénultième thread. Il a reçu un compteur, il l'a incrémenté et il veut l'envoyer. Par exemple, c'est lui qui le reçoit. Donc il se passe ce truc-là. Lui, il va terminer. Donc il va envoyer fini. Donc on va passer à 8 fini. Ensuite, lui, il reçoit le compteur, qui vaut 98 ou 99, peu importe. Il a reçu le compteur. Il incrémente ce compteur, puis il veut l'envoyer. Il n'y a que lui qui peut recevoir. Et il envoie fini. Donc on passe à 9 fini. Lui, c'est le dernier thread vivant. Il reçoit le compteur, il incrémente, il veut l'envoyer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un thread qui veut envoyer sur le canal com. Et il y a 9 threads. Pardon, et il y a un thread, le main, qui veut recevoir sur le canal fini. C'est pas les mêmes canaux, donc c'est un deadlock. Alors comment on peut éviter ce deadlock? Vous avez vu, pédagogiquement c'est important, parce qu'on a essayé de faire un truc qui nous paraissait plausible, et bim, on tombe sur un deadlock à l'exécution. Et le deadlock, on aurait dû le voir venir, on aurait dû voir qu'à la fin, il y en a un qui veut... après les plus mathématiciens, pas matheux, mais calculiciens d'entre vous, auront calculé eux-mêmes dans leur tête que chacun des additionneurs fait autant d'envoi que de réception sur com. Il y en a 10, ils le font 10 fois, donc il y a 100 réceptions sur com et 100 émissions sur com. Et nous, on en a initialisé une là. Donc ça veut dire qu'il y a 101 émissions sur com et 100 réceptions sur com. Donc le compte n'y est pas, il manque une réception sur com. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut hacker un truc comme ça. On fait les 9 premiers. On récupère les 9 premiers finis. Ensuite, on récupère la dernière valeur de compteur. Ensuite, on fait le dernier fini. Et ensuite, on dit fin du main, compteur. À res.
Et là, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, ça marche. Parce qu'on a bien 101 réceptions sur le canal de communication et 100 émissions sur le canal de communication. Donc, vous parlez pas trop, enfin, en tout cas, merci à ceux qui parlent. Évidemment, hein, c'est le distanciel, c'est compliqué. J'espère que ce que je raconte là, c'est pas n'importe quoi. J'ai peur d'un côté que vous trouviez ça trop facile, hein, vous n'êtes pas tous là en TD parce que j'imagine qu'il y en a qui pensent que c'est trop facile de faire ce genre de choses. Mais j'ai peur aussi que certains soient perdus et comprennent pas ce qu'on essaye de faire. Donc ce qu'on essaye de faire ici, c'est de créer des systèmes qui communiquent par des canaux, et puis pédagogiquement, on rencontre des écueils, des deadlocks qui arrivent, et je veux vous entraîner à la réflexion de la programmation avec des canaux. Et cette réflexion, c'est de se dire, ah bah oui, il y a plus de réception que d'émission, donc au bout d'un moment ça va bloquer, ou essayer de regarder est-ce que je suis pas en train de créer un deadlock, ou essayer comme tout à l'heure Alexis a fait de se dire, ah bah non, mais on pourrait le faire à deux canaux en disant que à chaque fois il y en a un qui envoie à tout qu'il envoie 5 fois et qui reçoit 5 fois, et ensuite de faire la démarche derrière. Donc j'espère que vous avez une idée de cette démarche. Si vous n'avez pas une idée de cette démarche, que ça va trop vite parce qu'on est passé de C à un autre langage, etc. Alors il faut le dire, il faudra le dire sur Discord, et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Mais on va doucement, hein, on va pas faire cette partie-là, on la fera la semaine prochaine, et on fait nos schémas à chaque fois. Donc le compteur avec processus supplémentaire. Et ensuite, on a un producteur et un consommateur. Le producteur produit plusieurs entiers pseudo-aléatoires et les envoie au consommateur. On consomme chaque entier qui imprime sur la sortie standard. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Alors, je vais regarder ma solution parce qu'en regardant ma solution, je vais comprendre ce que j'avais voulu écrire l'année dernière quand j'ai écrit ce truc-là. Alors, question 1. C'est make. Non, bah oui, bon, c'est un producteur, un consommateur, c'est jamais très dur, hein. Donc allons-y. Package main. Ma fonction main. Alors, deux constantes. La taille. La taille, c'est quoi? Pour le moment, on n'a pas besoin. Le nombre de paquets. Et ensuite, je vais faire un truc. Ah oui, je vais faire plusieurs mains. Pour pouvoir lancer facilement ce que je veux. Puis ça vous fait une genre de démonstration d'écrire des mains en Go. Donc là, on récupère les arguments de la ligne de commande, comme dans tous les langages de programmation avec lesquels vous avez l'habitude de programmer. Donc si le nombre d'arguments est plus petit que 2, on décrit que ce qu'on veut pour lancer la bonne ligne de commande. Le format, c'est d'écrire, comment il s'appelle mon truc, prodcons 1, et la version. Et si jamais... et ensuite, on fait return unit. Donc return rien du tout. Et sinon, on récupère le numéro de version en faisant une conversion de chaîne de caractères et tout. Ça transforme une chaîne de caractères en entier. On prend le deuxième élément de la ligne de commande,
on le convertit en entier, et ça donne le numéro de version. Ici, il faut un truc pour si jamais la conversion rate. Et là, on a décidé de programmer seulement et de rien mettre si ça rate. Et ensuite, on fait if version égale 1. On lance main 1. Et puis, sinon, on fait ce qui va bien. Else if version égale 2. Main 2. Donc ça nous permet de faire notre petit programme modulaire. Où on choisira en ligne de commande le main qu'on voudra lancer qui correspond aux 3 questions de la chose. Alors, nos paquets, qu'est-ce que ça va être? Dans la constante paquet, c'est le nombre de paquets, et on va mettre 100 paquets qui vont partir du producteur et aller vers le consommateur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire 2 canaux. Alors, on peut faire le schéma. Question initiale. Un canal synchrone pour envoyer des paquets. Donc un producteur produit des entiers, il les envoie au consommateur, et il faut un canal synchrone pour communiquer. Du coup, c'est trivial. D'accord? Vous allez avoir ici un producteur, un consommateur. Ils vont avoir un canal de communication com. Le producteur va produire. Quand le consommateur est prêt à consommer, il va récupérer le paquet. Lui va tourner en boucle, à chaque fois en essayant d'envoyer ce qu'il faut, et lui de récupérer ce qu'il faut. Du coup, je vais avoir mon canal de paquets que je vais appeler com pour faire la communication. Voilà, make chain int. Et un canal de fin pour synchroniser, et comme d'habitude, hein, pas comme depuis le début de ce TD. Et après, je vais lancer mes deux, le producteur et le consommateur, que je lance de manière anonyme, hein, sans utiliser une fonction prod, une fonction code, pour le faire d'un coup. Et alors lui, qu'est-ce qu'il fait le producteur? Il fait pour i de 0 jusqu'au nombre de paquets, en incrémentant de 1 à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un entier aléatoire entre 1 et 100. Et ensuite, il envoie cet entier aléatoire sur le canal de communication. Voilà. Et ensuite, il écrit sur la sortie standard qu'il a envoyé ce qu'il fallait. Printline de produit pack. Voilà. Et en face, on a le consommateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, lui, il va faire la même chose. Il attend de consommer 100 fois. Donc, pour J de 0, J inférieur à paquet J++. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir sur le canal com quelque chose. Sur le canal com, je reçois un paquet. Qu'est-ce qu'il va faire de ce paquet? Bon, alors, on va faire un... Pour ajouter de l'aléatoire, on va dire qu'il dort 200 millisecondes. Il dort 200 millisecondes. Et ensuite, il dit... Printline... Paquet... J... Reçu... 2 points... Reçu. Voilà. Et à la fin, lui, quand il a reçu ses 100 paquets, il va dire au thread principal tu peux mourir. Donc sur le canal fini, il va envoyer 0. Et le thread principal, lui, il va attendre de recevoir un truc sur le canal fini. Alors, est-ce que ça fonctionne? Go run prod cons 1.go 1.
c'est pas passionnant, mais ça fonctionne. Donc à chaque fois, on a un produit qui est envoyé, et puis on attend qu'il soit reçu, envoyé, reçu. Donc il y a une alternance parfaite entre l'envoi et la réception, c'est normal, parce que c'est normal parce qu'on est sur des canaux synchrones. Hein. Donc lui, il peut pas continuer son tour suivant tant que lui a pas envoyé. Puis de toute façon, il n'y a que deux personnes qui se communiquent à chaque fois. Bon, maintenant on veut faire la même chose, mais on veut utiliser un canal asynchrone de taille fixée. C'est-à-dire qu'on veut que le producteur il puisse produire plusieurs choses avant que, même si le consommateur n'est pas prêt à consommer en face. Mais on veut que la taille soit fixée, et on va dire par exemple, on veut qu'il y ait que 5 coups d'avance du producteur sur le consommateur, et donc on puisse stocker 5 paquets sur le médium, et pas plus. Alors comment on fait? On reprend le code ici, mais en modifiant juste une chose, qui doit être la taille du canal. Donc ici, quand on a comme, on fait make chan int en lui donnant la taille. Et donc là, il va fabriquer un canal de communication qui peut contenir 5 choses. Et du coup, on regarde ce que ça donne ici. Et là, vous voyez, il envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui a reçu le premier. Et après, il envoie un par un entre réception et envoi. Après, ça se fait en flux quasi alternant, même totalement alternant. Mais vous voyez qu'il n'envoie pas la même chose à chaque fois. Puis à la fin, il va rattraper son retard. Voilà. Donc vous voyez, il envoie le produit 91 et lui reçoit le 33. Le 33, c'est celui qu'il avait envoyé plusieurs coups à l'avance. Non, attendez. Le 33, il était produit où? Là. Il a été produit 5 coups à l'avance. Donc là, il faut que vous vous fassiez dans votre tête un schéma où, comme c'est une file, maintenant, comme quand c'est un canal, un buffer channel, c'est une file de taille, donc de taille 5. Lui, il envoie son premier entier. C'était combien son premier entier? Il envoie... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Son premier entier, c'était 81. Donc 81 se retrouve ici. 87 se retrouve là. 47, 59 et 81. Et là, il veut envoyer 18, mais c'est bloqué. Lui, il consomme le premier truc, c'est un 81. Donc il consomme celui-là. Il dit 81. Lui, il peut tout de suite pousser le 18. Il passe à la suite. Et ensuite, lui, il consomme le suivant, c'est un 87, etc., etc. Donc là, on a un canal qui est un tampon et qui permet de contenir un certain nombre de choses. Et puis, troisième exercice. Maintenant, on veut utiliser un mécanisme avec un canal de taille fixée, mais on ne veut pas utiliser les buffer channels. On veut l'écrire à la main. On veut écrire à la main une manière de rendre la chose asynchrone. Alors c'est le truc le plus intéressant. D'accord? Ça va me faire bien plaisir de le faire. On va faire un schéma. Et vous allez voir, c'est une bonne question de design de systèmes concurrents avec des canaux. Donc on veut un producteur, ici, on veut un consommateur qui est là, et on veut utiliser uniquement des canaux synchrones, parce qu'on aime bien le fait que les canaux synchrones puissent justement faire se synchroniser les choses, mais on veut qu'il puisse y avoir des synchronisations, donc on veut utiliser les canaux synchrones, mais on veut laisser le producteur à prendre de l'avance sur le consommateur. Mais pas trop d'avance, hein, une avance de 5 de l'un sur l'autre. Donc il faut qu'on puisse stocker 5 choses, puisque le producteur va les produire. Il faut qu'on puisse les stocker quelque part avant que le consommateur puisse le faire. Donc, soit on les met dans un canal bufferisé, mais ça c'est déjà quelque chose de haut niveau, soit il faut qu'on construise nous-mêmes ce genre de mécanisme. Où est-ce qu'on peut stocker de l'information?
on peut pas la partager, hein, c'est pas bien de la partager. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la stocker dans une goroutine. Et comme les goroutines sont légères, ça va pas être trop coûteux. Mais ensuite, on va avoir une goroutine tapis, par exemple, qui va pouvoir stocker sur place dans son buffer 5, 5 paquets, qui va... Et du coup, on va avoir deux canaux. Un canal d'entrée, un canal de sortie. Sur le canal d'entrée, le producteur va pouvoir produire en utilisant... les deux vont être des canaux synchrones. Hein, c'est-à-dire ils vont pas avoir de taille. Lui va pouvoir envoyer sa production. Ça va bloquer quand le tapis sera plein. Et le tapis, lui, va envoyer sur le canal de sortie. Et ça va bloquer quand le... non, ça va bloquer quand lui sera pas prêt à réceptionner. Donc c'est quelque chose que vous savez faire en C, puisque vous l'avez fait au TME1, et qu'on va réaliser maintenant en Go. Alors, on a toujours un processus... alors ici, maintenant, nos canaux, ça va pas être juste un canal com, mais ça va être un canal in et un canal out. Le canal in et un canal out. Et lui, quand il produit des paquets, il va les envoyer sur in. Et lui, quand il consomme des paquets, il va les recevoir de out. Et bien sûr, il nous faut un intermédiaire pour faire l'entre-deux et pour maintenir les paquets envoyés par in, pour laisser du mou au producteur, pour lui laisser produire un certain nombre d'avances, et pour les stocker quelque part. Et donc, cette chose-là, ça va être fait par une goroutine qui va prendre... Alors, qu'est-ce qu'elle a, sa goroutine? Elle a un nombre d'éléments qu'elle a à un moment. Et puis, elle a un tableau dans lequel elle met ses éléments, qui va être une slice, qui va être de taille... donc voilà, slice, c'est des tableaux de taille non fixe. Les tableaux en Go ont une taille fixe, constante, et les slices ont des tailles variables. Et donc on lui dit, fabrique-moi une slice de taille 0 d'entier. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à ce qui se passe. Donc lui, il va faire une boucle infinie, qui le processus, la goroutine du tableau, et au début de sa boucle, elle va rappeler sur la sortie standard le nombre d'éléments qui sont stockés. Il y a nombre éléments dans le tableau. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, c'est là où c'est intéressant parce que c'est un mécanisme que j'expliquais en cours. Cette goroutine, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, elle peut faire plusieurs choses différentes. Elle peut recevoir de in et émettre de out. Mais donc je serais tenté d'écrire un select, c'est-à-dire un fait de soit je reçois de in, soit j'émets sur out. Mais c'est pas vrai. Elle peut pas tout le temps recevoir de in et elle peut pas toujours émettre de out. Émettre sur out. Quand est-ce qu'elle peut pas émettre sur out? Est-ce que vous arrivez à le visualiser, ça? Quand est-ce que le tapis ne peut pas envoyer un paquet au consommateur? Quand il est vide, merci, je suis très content que vous suiviez. Et de manière duale, quand est-ce qu'il ne peut pas recevoir un paquet du producteur? Quand il est plein. Donc, en fonction de l'état de notre tapis, donc on retrouve quelque chose qui est pas sans rappeler ce qu'on a fait ce matin avec les sommes d'états particuliers. Soit le tapis est vide, et à ce moment-là, il peut que recevoir. Soit le tapis est plein, il peut que envoyer. Soit il est ni vide ni plein, et il peut à la fois envoyer ou recevoir. Et donc on va devoir discuter sur ces trois cas. Et donc pour ça, on va utiliser les éléments qui sont à notre disposition en Go, comme le switch. Donc ça nous fait un truc pédagogique de qu'est-ce que c'est un switch en Go. Et bien on a des cases, et on regarde, est-ce que le nombre d'éléments est nul? Et si le nombre d'éléments est nul,
on fait quelque chose. Est-ce que le nombre d'éléments est plein? Dans ce cas, il faut faire quelque chose. Alors peut-être c'est taille -1 que je devrais mettre. Non, bah non, pardon. S'il a une taille 5, quand il est plein, c'est qu'il a 5 éléments. Et sinon, le otherwise du switch de Go, c'est default. Alors, si jamais il est vide, alors s'il est vide, c'est facile, parce qu'il ne peut que recevoir. Donc, il attend de recevoir quelque chose sur le canal int, pardon, et ensuite quelque chose qu'il reçoit, eh bien, il le met dans son tableau. Et là, vous voyez qu'on a des manipulations de plus haut niveau que ce qu'on a en C pour manipuler les slices. Voilà, append tableau de n, ça ajoute le paquet pack à la fin du tableau. Donc ça, s'il est vide, il peut juste recevoir. Et à ce moment-là, il le met dans son tableau. Ensuite, s'il est plein, il peut juste envoyer. Donc, ce qu'il va faire, c'est que s'il est plein, il a au moins un élément. Hein, et donc, il va mettre la tête dans pack. Dans pack, il met la tête. Ensuite, il essaye d'envoyer la tête sur out. Au moment... Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Au moment où il réussit à envoyer la tête sur out, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il enlève tous les éléments. Il enlève le premier élément de son tableau, mais en gardant l'ordre. Et ça se fait facilement avec la manipulation de slice. C'est bien d'avoir un langage qui permet à la fois de faire du bas niveau, de regarder la mémoire, et en plus d'avoir certaines fonctionnalités de haut niveau assez pratiques. Donc tableau égale tableau 1, ça reslice le tableau de 1 jusqu'à la fin, et ça le remet dans tableau. Et à la fin, il décrémente le nombre. Et alors ici, on a oublié. Hein, on est allé au-devant de grandes déconvenues, parce qu'ici, on a oublié de dire qu'il faut incrémenter le nombre une fois qu'on a mis quelque chose dedans. Et ici, on décrémente le nombre, on a mis quelque chose dedans. Et maintenant, on regarde ce qui se passe sur le tableau... Ah oui, pardon, excusez-moi, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si le tableau est ni vide ni plein? Si le tableau est ni vide ni plein, je peux toujours prendre le premier élément du tableau. Comme il n'est pas vide, il y a au moins un élément dedans. Et ensuite, je vais faire un select. Select, vous vous souvenez, c'est quelque chose qui prend plusieurs opérations de synchronisation et qui en choisit une qui est disponible. Et si jamais aucune n'est disponible, bah, c'est bloquant jusqu'à ce que l'une des deux devienne disponible. Donc là, je vais choisir entre soit envoyer, soit recevoir un paquet depuis in, soit envoyer pack sur out. Donc je choisis soit l'un, soit l'autre. Donc et donc là, il va prendre le premier disponible. Soit il réussit à recevoir quelque chose sur in. À ce moment-là, s'il reçoit quelque chose sur in, il doit l'ajouter à la fin du tableau. Tableau égale append de tableau npack. Soit il arrive à envoyer pack sur out. À ce moment-là, il doit remettre son tableau correctement. Tableau égale tableau de 1 jusqu'à la fin. Et évidemment, il ne faut pas oublier de dire si jamais il a réussi à recevoir un truc, il lui faut incrémenter nombre. Et si jamais il a réussi à envoyer un truc, il faut décrémenter nombre. Alors, est-ce que ça va marcher du premier coup? Ça a l'air.
Alors, paquet 99 reçu, ça a l'air bien. Et les valeurs, c'est des valeurs aléatoires. Il y a un élément. Donc à la fin, il n'y a plus que 4, 3, 2, 1, un élément dans le tableau. Et le dernier qui est envoyé, il est ici. Où il envoie son produit. Et il passe de 4 éléments à 5 éléments. Oui, parce qu'il n'y a pas de synchronisation. Donc ce truc-là est juste après l'envoi. Et ce truc-là est juste après la réception. Mais l'écriture a eu lieu celle-là avant celle-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez au début, il se passait la chose duale, c'est-à-dire il y avait 0 élément dans le tableau, puis 1, puis ensuite il est consommé directement, et puis 1, 2, 3, 4, 5, et ça commence à monter, et vous voyez que ça va bien dans l'ordre. Le 80... Ah non, ça va pas dans l'ordre. Ah si, voilà, le 80 qui a été là, il a été bien reçu en premier. Le 47 qui a été envoyé en troisième, il a bien été reçu en 1, 2, troisième. Et donc on a réussi à écrire une structure qui maintient l'ordre des paquets, qui est bloquante quand elle est pleine, qui est bloquante, qui est bloquante en production quand elle est pleine, qui est bloquante en consommation quand elle est vide, et, et qui fonctionne correctement pour faire ce producteur-consommateur. Alors c'est à vous de me dire si vous trouvez que c'est plus... Vous comprenez pas select. Ah bah très bien, je vais vous l'expliquer. Alors, select, c'est quelque chose qui va prendre des cases, et ces cases sont des opérations de synchronisation. Donc, ici, vous devez avoir des opérations de communication ou de synchronisation. Communication, synchronisation. Donc ça veut dire que chacun des cases doit être soit une réception, et une réception, ça s'écrit soit canal flèche, ça veut dire je reçois sur C et je m'en moque, soit vous l'écrivez V 2 points égale C, et là ça veut dire je reçois sur C et je le mets dans V. Et ces choses-là peuvent aussi être des envois. Un envoi, ça s'écrit C, et ici vous mettez une valeur V. Donc tous vos cases sont soit des réceptions, soit des envois. Quand la goroutine, quand elle arrive sur select, elle regarde la liste de toutes les réceptions et envois de chacun des cases. Et elle dit, est-ce qu'il y en a un que je peux faire? Donc ça veut dire, par exemple, ici, elle écoute sur le canal C3, ici, elle envoie une valeur sur le canal C2, et ici, elle écoute, elle reçoit une valeur qu'elle appelle machin sur le canal C8, par exemple. Donc, elle a deux réceptions et une émission. Et elle regarde, est-ce qu'il y en a une qui est disponible? Qu'est-ce que ça veut dire être disponible? Ça veut dire qu'il y a une autre goroutine qui est capable de faire le dual. C'est-à-dire, celle-là est disponible s'il existe une autre goroutine qui est capable d'envoyer sur C3. Celle-là est disponible s'il existe une autre goroutine qui est capable d'écouter sur C1. Et la dernière est disponible s'il existe une autre goroutine qui est capable d'envoyer sur C8. Et s'il y en a plus une qui est disponible, eh bien, elle fait celle-là. Elle fait le case qui est disponible. S'il y en a plusieurs qui sont disponibles, elle choisit non déterministiquement entre toutes celles qui sont disponibles. Et s'il n'y en a pas qui sont disponibles, alors elle bloque jusqu'à ce qu'il y en ait une qui devienne disponible. Donc select, ça permet de faire un branchement en fonction des autres, en fonction de ce qui peut se passer sur des canaux et de ce que les autres goroutines sont prêts à faire. C'est très important d'avoir un select ici, on ne peut pas faire autrement, parce qu'on doit à certains moments choisir entre recevoir ou émettre en fonction duquel des deux est disponible. Donc c'est là où le select est utile, il nous permet d'être à la fois capable de réagir à un événement de réception si jamais un producteur est prêt à envoyer, et un événement de consommation si un consommateur est prêt à recevoir. Et si jamais les deux sont disponibles, on en prend un de manière non déterministe, et si les deux sont indisponibles, on bloque jusqu'à ce que l'un des deux soit disponible. J'espère que ça suffit comme explication, sinon je réexpliquerai select parce que c'est vraiment
quelque chose de fondamental. Voilà. Et donc ici, on a écrit. Donc je l'aime bien cet exercice parce que vous voyez que on a écrit nous-mêmes le processus qui fait le buffer. Et normalement, ça vous paraît plus, pas élégant, mais plus carré que lorsqu'on l'écrivait en C au premier TME. D'accord. On utilise les canaux pour se synchroniser, on n'a pas besoin de mécanismes compliqués de mutex ou de variables de conditions pour protéger le tapis. Le tapis, il existe uniquement dans un des threads, et, euh, et le mettre des choses ou enlever des choses du tapis, ça se fait en communiquant avec le thread qui le maintient. Donc tout est basé sur la communication et puis sur le fait d'écrire et de lire en même temps la même mémoire. Alors, qu'est-ce que c'est l'exercice 4 que j'aimerais bien faire avant de passer à l'explication du TME? L'exercice 4. Alors comme j'ai pas plus beaucoup de temps et que je veux pas trop dépasser, je vais me l'envoyer directement. Et puis on va regarder le code ensemble. Hop. Alors PC3R, TD3, Exo 4. Pouf, 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 pouf. Non. Comme ça, comme ça. Ah! Alors là, normalement, il se passe une catastrophe en termes d'enregistrement, et mon enregistrement s'arrête. Il passe en écran noir. Ouais. Alors, comment je peux faire ça? Je peux relancer ce truc-là.